Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Le Premier ministre Patrick Achi à Matignon ce vendredi avec son homologue français. Ils n'ont pas manqué de saluer l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Jean Castex a réaffirmé l'engagement à accompagner la Côte d'Ivoire sur des grands projets dans les domaines de l'éducation, des infrastructures, notamment le métro d'Abidjan. Le gisement baleine au centre des échanges entre le ministre du Pétrole et des investisseurs internationaux. Aux États-Unis, Thomas Camara a rencontré des hommes d'affaires en marge de la conférence mondiale sur l'énergie tenue à Houston. Il a donné des détails sur l'exploitation de cette plateforme pétrolière la plus importante en Côte d'Ivoire. Les coopératives agricoles veulent mettre sur les marchés du vivrier en quantité, en toute saison et à un coût accessible. Du bord-champ à nos assiettes en passant par le transport et l'approvisionnement, ces dames assurent la disponibilité des denrées alimentaires. Non sans braver de nombreuses difficultés, elles s'intéressent aussi à la transformation. Le dossier vide ici à suivre dans ce journal. Et puis à suivre également dans cette édition, une délégation de la CEDEAO est arrivée à Bamako ce vendredi. Le médiateur pour le Mali de l'Organisation économique ouest-africaine Goodluck Jonathan tentera une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral. Après sa visite de travail aux États-Unis, le Premier ministre est arrivé ce vendredi à Paris, en France. Patrick Achi a rencontré son homologue français Jean Castex. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Dans la capitale française, on retrouve notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo. À Paris ce vendredi, un rendez-vous à Matignon. Le Premier ministre Patrick Achi est reçu par son homologue français Jean Castex. Après avoir conquis le marché américain, il vient renforcer la coopération avec les partenaires européens pour une dynamique soutenue du développement. Le ministre français n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre les deux pays, avec notamment de grands projets soutenus par l'Agence française de développement AFD ou encore le C2D. La France, qui réaffirme son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'éducation et des infrastructures, à l'image du métro d'Abidjan. L'occasion pour Patrick Achi, chef du gouvernement ivoirien, de lancer un appel au secteur privé français pour plus d'investissements dans les chaînes de valeur prioritaires de la vision 2030 du président Alassane Ouattara. La France, tout comme les États-Unis, reste un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend motiver le secteur privé de ces deux pays amis à plus d'intérêt au potentiel économique qu'offre le pays pour accélérer son développement. Expliquer, présenter et mobiliser le monde sur la vision 2030 de la Côte d'Ivoire. Une mission au cœur du déplacement du Premier ministre qui, avant Paris, était à Washington. Le chef du gouvernement était à la Chambre de commerce américaine. Patrick Achi s'est aussi rendu au siège de la Société financière internationale. Il exhorte la SFI à soutenir davantage le secteur privé. Alexis Ouedraogo, Dramé Lamine. Pour cette dernière journée de travail du Premier ministre à Washington, cap sur la Chambre de commerce américaine. Les deux pays décident de s'accorder sur une nouvelle orientation de leur partenariat commercial, augmenter les investissements américains des chaînes de valeur en Côte d'Ivoire et faciliter l'accès au marché américain. On a eu un entretien extrêmement riche après lequel on a bien compris qu'ils sont décidés à apporter à la Côte d'Ivoire un support, mais qu'ils attendent également de la Côte d'Ivoire d'ouvrir ses portes pour le secteur privé. Nous leur avons dit que la philosophie du président dans la vision 2030 était réellement que le gouvernement se mette avec le secteur privé ensemble pour pouvoir intégrer dans la chaîne des valeurs mondiales les principaux produits que nous produisons pour le bonheur de nos populations et pour le bonheur également pour nos entreprises et nos deux pays. Un bureau anglais dédié aux investisseurs américains et anglo-saxons sera mis sur pied. Autre étape clé de cette journée, la rencontre du chef du gouvernement avec la Société financière internationale. Pour Patrick Achi, il faut accompagner le secteur privé dans son rôle de moteur de la croissance. Un plaidoyer, bien entendu. Nous avons, le Premier ministre et moi-même, discuté et nous sommes entendus sur un slogan qui sera désormais le nôtre. Nous n'allons pas financer des projets, nous allons financer des chaînes de valeur. Cela dit tout, cela dit que nous allons travailler pour avoir des résultats, pour créer des emplois, parce que c'est en développant ces chaînes de valeur qu'on peut créer les emplois et qu'on peut créer cette croissance à long terme. Donc c'est une vision
nouvelle que nous avons discutée et que nous allons mettre en œuvre, qui vise à voir le projet comme un instrument qui permet de développer la compétitivité des chaînes de valeur et par conséquent créer plus d'emplois et de croissance en Côte d'Ivoire. Mercredi, Patrick Achi poussait les portes du Trésor américain, une audience avec Alexia Latortue pour renforcer la coopération entre les deux pays. Et là-bas aux États-Unis, il y a cette rencontre sur la condition de la femme. En marge de la 66e session, la ministre Nasséliba Touré a eu des rencontres avec des responsables d'institutions, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'Organisation internationale de la francophonie et le Conseil municipal de New York. Des échanges en vue de renforcer le partenariat pour l'amélioration des conditions de la femme en Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à New York, Ami Sissoko. À New York, où elle se trouve depuis quelques jours, la ministre Nasséliba Touré déroule un agenda bien chargé. Entre les travaux de la 66e session de la condition de la femme à l'ONU et les rencontres bilatérales avec différents responsables d'institutions. Avec Jenny Keita, la directrice exécutive adjointe de l'UNFPA, il a été question de la mobilisation des ressources financières auprès des institutions arabes en vue du financement des projets en faveur des femmes. Au nom du gouvernement ivoirien, je voudrais vous dire merci pour cette belle collaboration que nous avons en Côte d'Ivoire sur le développement du capital humain au niveau des violences basées sur le genre, au niveau de l'application Chance qui permet à beaucoup de jeunes filles de notre pays de retrouver leur dignité. Et aujourd'hui, nous souhaiterons que cette collaboration-là puisse se fortifier. Le capital humain dont vous parlez, c'est véritablement l'essence même du développement humain. Et la Côte d'Ivoire a fait de cela une priorité. Et les programmes qu'on a en œuvre en Côte d'Ivoire vont aider à cela. Mais encore, ce qui m'a plu dans cette visite, c'est votre vision dynamique et proactive. Avec les autorités municipales de New York, Nasséliba Touré a évoqué l'idée d'un partenariat entre la ville d'Abidjan et la mairie de New York. Vice-présidente de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, pour elle qui a longtemps résidé dans cette ville américaine, cette collaboration sera bénéfique à la perle des lagunes. La ville d'Abidjan a signé plusieurs partenariats avec des villes en France comme celle de Nice, mais je pense qu'avec New York, Abidjan pourra avoir beaucoup d'échanges d'expériences. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est également entretenue avec la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Iphigénia Kontoleontos. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre l'OIF et le gouvernement ivoirien, notamment dans le cadre de la formation des auditrices des institutions de formation et d'éducation féminine, IFEF. La représentante de l'OIF s'est félicitée de cette visite et a indiqué la disponibilité de son institution à accompagner toutes les initiatives de formation et d'apprentissage. Ici en Côte d'Ivoire, le coordonnateur résident du système des Nations Unies était chez le médiateur de la République. Philippe Poinceau et Adama Tungara ont évoqué les voies d'une coopération entre les deux institutions qu'ils dirigent. Le reportage de Sidonie Davila. C'est une rencontre entre deux institutions. La première, le médiateur de la République. La seconde, le système des Nations Unies. Ensemble pour explorer des pistes de partenariat. Le système des Nations Unies envisage accompagner le médiateur de la République dans ses actions en faveur de cohésion sociale. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a ouvert une réflexion qui permettrait de regarder comment, effectivement, un appui institutionnel, au-delà de l'institution, sur la question de la cohésion sociale, pourrait se mettre en place, que ce soit à un niveau local ou à un niveau central. Nous avons eu une discussion très, très intéressante, pour ma part, très riche, qui, je pense, va j'espère, nous permettre de renforcer ce partenariat. Cohésion sociale, paix, résolution et prévention des conflits sont des sujets placés en première ligne dans le programme du système des Nations Unies. Ils sont 97 qui ont reçu une médaille de la Grande Chancellerie, une distinction qui couronne leurs efforts au travail. Au nombre des récipiendaires, des agents de la RTI, dont la directrice des journaux d'information Abiba Dambélé Saoué, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Salih Silvé Konaté, et des membres de l'équipe de l'émission C'est Midi. D'autres personnalités œuvrant dans le social, la culture, les arts, le public et le secteur privé ont été récompensés. Le reportage de Moussa Konaté.
ces personnalités reçoivent des médailles, une reconnaissance de la nation pour services rendus. Elles sont au nombre de 97 à recevoir ces insignes du mérite dans les différents ordres de la République. Je suis extrêmement honorée de pouvoir recevoir cette distinction en tant que chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, en étant la première femme pilote de ligne ultra long courrier cargo de Côte d'Ivoire. Ce sont des sentiments de fierté, mais de responsabilité également que je ressens, mais de reconnaissance par-dessus tout, reconnaissance au président de la République. C'est un des plus beaux jours de ma vie, où a porté sur sa poitrine une telle décoration. Pour cette vague, on note 55 officiers et 15 chevaliers dans l'ordre national, 22 officiers et 5 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous exprimons vraiment toute notre gratitude pour avoir reconnu la qualité de notre travail. Je pense que nous pouvons dédier aussi cette médaille à ma dynamique équipe du secrétariat technique du CE2D. Je suis très heureux, très ému d'avoir à mes côtés tout un monde, le monde des artistes, qui a permis que je puisse accéder donc à cette distinction. Le groupe RTI est honoré à cette célébration du mérite. Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information, la directrice de Radio Côte d'Ivoire Sali Silio Konati, Joseph Andjou, Caroline Da Silva, Jean-Michel Onet et Dr Philou sont également distingués. En novembre dernier déjà, on recevait la plus haute distinction des mains du président de la République. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour dire que ce que nous faisons est reconnu. C'est une distinction honorifique, mais qui nous va vraiment droit au cœur et qui nous met un tout petit peu de pression quand même pour mieux faire. Voilà. Merci à la nation qui reconnaît, j'allais dire, les mérites, le travail qui est abattu. Merci à mon patron, le directeur général de la RTI, qui ne cesse de nous encadrer, de nous donner les bonnes orientations à suivre. Merci à tous mes collaborateurs à qui je dédie cette médaille. Cette distinction est pour toute la rédaction, toute la direction des journaux d'information et toute la RTI. Tous ces journalistes qui se sont battus pour hisser haut le journal de 20 heures de la RTI, qui est le journal le plus regardé, la tranche la plus vendue. Nous avons récolté beaucoup de récompenses, plusieurs prix et bonis. La concurrence est là, mais nous nous maintenons et nous allons faire mieux en 2022. Au nom du chef de l'État, la grande chancelière a félicité et encouragé les personnalités distinguées. Il y a du mérite lorsque les actions d'une personne ou d'un groupe de personnes ont des conséquences humaines et sociales positives et exemplaires. Le mérite exprime la capacité de l'humanité à résoudre le meilleur par la force du travail, mais aussi par la force de la morale et de l'amour. Henriette Dagri Diabaté a aussi rendu hommage à l'ensemble des femmes ayant reçu des distinctions ce jour. Et ce sont des récipiendaires évidemment heureux de la distinction reçue. Vous allez les entendre, certains l'appréhendent comme une invitation à renouveler les efforts déjà fournis. On va continuer, c'est ce que maman a dit, que ce n'est pas pour ce qu'on a fait, mais c'est aussi pour ce qu'on va faire dans l'avenir. Aujourd'hui, ça m'inspire et ça me donne un courage. Permettez-moi de dire merci au président de la République. Je dédie cette médaille à tous les Ivoiriens de la diaspora et je vais toujours continuer à servir la culture. On a près de 40 ans de vie professionnelle dans l'administration et cette récompense vient à point nommé. Et également, cette récompense nous appelle à davantage de travail pour notre pays. Je suis très heureux et honoré par cette distinction de l'État de Côte d'Ivoire. Et personnellement, ça nous ramène davantage à donner encore plus. Après plus d'une trentaine d'années, mon pays reconnaît ce que je fais. Je dis merci, c'est une joie. Et en plus, la grande joie, c'est que c'est de mon vivant. C'est important. Aux États-Unis, retour sur la conférence mondiale sur l'énergie qui a pris fin à Houston. Au cours de ce rendez-vous mondial, le ministre des Mines, du Pétrole a rencontré des investisseurs internationaux. Le gisement baleine était au centre des échanges. Thomas Camara a donné des détails sur l'exploitation de cette plateforme pétrolière la plus importante du pays. Adama Kone revient sur ce que gagne la Côte d'Ivoire. Avec la découverte de taille mondiale du gisement baleine en août 2021, la
Côte d'Ivoire développe toutes ses potentialités d'investissement, aussi bien sur la terre ferme que dans la profondeur de ses eaux. À Houston, dans l'État du Texas aux États-Unis, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ne rate aucune occasion de défendre la destination. Côte d'Ivoire. Entre conférences, panels et visites, il se lance dans une opération de charme, tout en gardant à l'esprit la sauvegarde de l'intérêt du pays. Thomas Camara lève alors le voile sur le gain de la Côte d'Ivoire dans la clé de répartition du bénéfice des gisements baleines. Ce gisement va apporter des ressources au pays, à la Côte d'Ivoire. Premièrement, le pétrole brut sera commercialisé au plan international et rapportera donc des ressources financières pour le pays. Dans toute activité, il y a un profit qui est dégagé. Et la Côte d'Ivoire bénéficiera de 52,5% du profit qui sera dégagé par cette activité une fois que les coûts sont couverts. Ensuite, il y a du gaz naturel associé. Et ce gaz naturel en Côte d'Ivoire, il est utilisé pour la production de l'électricité. Et on le sait, la Côte d'Ivoire, comme tous nos pays africains, a besoin d'électricité. Quant à l'offre d'électricité, il rassure les opérateurs déjà en activité sur le territoire et ceux qui s'intéresseraient au marché ivoirien. Cette découverte de brut va permettre de renforcer davantage la production d'électricité, donc ça va aider, mais les dispositions étaient déjà prises avant même que le gisement ne rentre en production en 2023. Les dispositions étaient déjà prises pour que, même dès 2022, il n'y ait pas de crise énergétique, de crise d'électricité dans le pays. Nous avons travaillé activement avec le secteur de l'énergie, avec tous les acteurs, pour que ce problème conjoncturel qui s'est produit l'année dernière ne se répète plus. Ici, en réunion avec des homologues en charge de l'énergie, là, en visite dans une société spécialisée ou encore en B2B, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie rassemble tous les éléments d'un puzzle énergétique devant faire de la Côte d'Ivoire le cœur d'un marché régional de premier rang. Et la Côte d'Ivoire engage aussi la lutte contre la vie chère. Le gouvernement a décidé de plafonner le prix de certaines denrées de grande consommation après une série d'échanges avec les acteurs de la chaîne de commercialisation. Place maintenant au contrôle. Le ministère du Commerce a rencontré ce vendredi tous les directeurs régionaux afin de les mettre en mission. À partir de ce lundi, il leur est demandé de veiller à l'application effective des décisions. Lancine Bakayoko. Après la phase de sensibilisation des différents opérateurs économiques, relativement au respect des prix plafonnés des produits de grande consommation, le gouvernement passe à la traque aux contrevenants dès lundi prochain. Au front, les directeurs régionaux. Nous allons déployer nos équipes sur le terrain à l'effet de nous assurer que les mesures qui ont été prises par le gouvernement ivoirien soient effectivement respectées. Tous ceux qui vont être passibles à ce niveau-là de pratiques spéculatives ou de pratiques illicites au niveau de l'application des prix qui sont homologués seront sanctionnés. Ces directeurs régionaux seront beaucoup plus regardants sur les produits comme le riz, l'huile de palme raffinée, le lait, le sucre, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée, la viande de bœuf, les céréales, le blé, des produits pour lesquels la Côte d'Ivoire reste fortement dépendante de l'importation. C'est un message de responsabilité qu'ils ont aujourd'hui envers la nation ivoirienne. Il s'agit pour eux, pendant toute cette période de lutte contre la vie chère, de prendre leur part dans cette lutte et de travailler au quotidien, jour et nuit s'il le faut, pour que les mesures du gouvernement soient appliquées. Le Conseil national de la lutte contre la vie chère prend une part active dans le dispositif anti-augmentation anarchique des prix initié par le gouvernement. Et sur la même question, rendre les produits vivriers disponibles sur les marchés en quantité importante en toute saison et surtout à un coût accessible pour tous les ménages. Cet objectif, les coopératives agricoles travaillent à le réaliser. Dans la région de la Maroé, par exemple, les femmes font de la production du vivrier leur spécialité. Du bord-champ à nos assiettes en passant par le transport et l'approvisionnement des marchés à Abidjan, ces dames assurent la disponibilité des denrées alimentaires non sans braver de nombreuses difficultés. En plus de la vente sur les étals,
locales. Les productrices s'intéressent aussi à la transformation afin d'ajouter une plus-value à leurs produits et pouvoir les exporter. Du bord-champ à nos assiettes, le défi des coopératives agricoles, c'est le dossier vide ici de ce soir qu'on va suivre avec Didier Nguessan. Zansra, sous-préfecture, à une vingtaine de kilomètres de Zionoula. Ces femmes de la coopérative Kofagnaz se rendent sur leurs parcelles. Elles y cultivent des produits vivriers comme le manioc, l'arachide, l'aubergine et le piment. Ce matin, elles nettoient le champ d'igname. Nous avons choisi le Florido parce que c'est le Florido qui donne beaucoup maintenant. C'est la variété qui donne beaucoup. Maintenant, des bêtes, on ne trouve pas beaucoup chez nous ici. D'une culture à une autre, ces femmes gourous ne rechignent pas dans l'effort. Les productions de ces champs sont destinées en priorité à la consommation locale. La plupart de nos récoltes, nous les donnons à l'école pour que nos enfants puissent être bien. Maintenant, le reste, nous collectons ensemble pour converger sur Abidjan pour vendre. De Zansra à Menfla, une autre bourgade située à 12 km de Zionoula, la motivation est la même. Mais ici, on compte produire du vivrier à une grande échelle. Sur ce périmètre de 15 hectares aménagé par l'Union européenne et le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, il est prévu de développer les filières manioc et maraîcher. L'Union européenne qui nous accompagne, ils ont demandé à faire seulement que 6 hectares. D'abord, on leur dit merci d'abord pour le commencement, c'est déjà quelque chose. Nous voulons faire au moins 3 hectares d'aubergines, 3 hectares de piment, de la tomate, un peu de tout. Donc, s'il y avait des moyens pour faire les 15 hectares, ça allait vraiment nous arranger. Produit en grande quantité pour ravitailler les marchés, une approche qui pourrait impacter les prix à la consommation. La région de la Maraoué, connue pour être une des mamelles nourricières du pays, transmet de génération en génération ce savoir-faire production agricole. En attendant la pratique du projet, deux problèmes demeurent. La semence. Quand le président de Zionoula, on nous avait quelques semences, mais ça, c'est pas suffisant. Ça, c'est fini. Ça suffit pas. On a encore besoin des semences. Le transport des récoltes. Pour mettre dans le camion, c'est 3 000 par sac. Ça dit les chargeurs, là, et ils ont 500 sur un sac. Et puis celui qui a un camion, là, lui, il a 2500. Ça fait 3 000 par sac. Ça dit quand on finit, on enlève les dépenses, les frais de route, tout ça, on n'a plus rien. Après le bord-champ, les produits agricoles arrivent sur les marchés. Nous retrouvons Zambier Louirier à Yopogon Nouveau Goudron. Sur ce marché, environ 2000 femmes revendent le vivrier. Les marchandises déchargées sur place au marché sont encore majorées de plusieurs frais. Quand tu décharges, tu paies droit de terre, par exemple 500 par sac. Tu es payé à qui? Au produit du marché, il y a aussi des gens qui déchargent au niveau du camion, des jeunes qui montent sur le camion pour décharger les sacs. Ces jeunes-là aussi sont payés 500 par sac. Il y en a aussi qui prennent à les déposer là où toi tu as choisi de regrouper tes marchandises. Entre le transport, les frais de déchargement, le droit de terre et la taxe municipale, les prix à l'étal finissent par flamber. Le carton que vous voyez là, quand il n'y en a pas, les femmes prennent ça à 50 000. Hein. C'est ça, non? Le petit tas que vous voyez là, c'est 500 francs. Mais quand on prend place en détail, les gens mettent comme ça à 100 francs. Quand il pleut comme ça, en principe, si on devait avoir 10 sacs de piment dans un champ, désormais, c'est plus le cas. On peut avoir, ça peut produire 5 sacs. Du coup, la production baisse et puis les choses, le prix monte. Pour être beaucoup plus efficace, la plateforme des femmes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire a vu le jour en 2021. Les productrices s'attellent à améliorer la présentation de leurs produits. On travaille au champ, il faut qu'on arrive à transformer pour que nous puissions au moins avoir plein de moyens pour faire au moins les étiquettes, les emballages, pour pouvoir que ce soit bien vu, pour pouvoir bien vendre. La présidente de la plateforme décline les objectifs. On va aider nos femmes à avoir de bonnes semences, à avoir du matériel pour des bonnes pratiques culturelles. Au niveau de la transformation, aider nos femmes à avoir des machines performantes. L'huile qui est faite de manière traditionnelle n'a pas les mêmes normes que les gens demandent.
Tout ça, c'est des choses qu'on doit changer, à corriger. Acquérir des camions pour aller bon champ, pour avoir les produits, pour que les prix diminuent sur le marché. Du bon champ à nos assiettes, les pertes post-culturelles sont importantes. Il faut les réduire et stabiliser l'offre alimentaire. Des pratiques culturelles à la distribution en passant par le transport, la modernisation du secteur du vivrier pourrait non seulement garantir la sécurité alimentaire, mais aussi soulager la bourse des producteurs et des consommateurs. Du bord-champ à nos assiettes, le défi des coopératives agricoles, c'était le dossier vide ici de ce soir. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur. Des contrats de performance également signés entre l'Université Nangui-Abrogwa et l'Université Haute. Jean-Marc Diadji nous apprend que ce projet financé par la Banque mondiale vise globalement à apporter un soutien au développement du secteur en Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Diawara présente les contrats de performance signés par les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui-Abrogwa, un symbole qui marque le lancement du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, PADES. Cette réforme vise à améliorer la qualité des modules de formation, l'employabilité des diplômés et à renforcer les capacités des établissements. Notre engagement à faire en sorte que ce programme-là puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Et cela sera donc fait en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de notre système. Financé par la Banque mondiale, ce projet est estimé à plus de 17 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Aujourd'hui, nous avons assisté à une étape très importante qui est la signature des contrats de performance avec l'Université Houphouët-Boigny et Nangui. Qui va permettre aussi à une autonomisation et une responsabilisation de ces universités afin qu'elles prennent en charge et qu'elles soient proches des étudiants dans l'adaptation de ces contenus, de ces formations. Outre les contrats de performance, le PADES accompagnera le ministère de tutelle dans plus de 5 réformes. On veut que nos diplômés qui sortent de notre système soient tout de suite utilisés par le marché de l'emploi. La deuxième chose qui est visée par le PADES, c'est la réforme du BTS. Il va falloir y mettre de l'ordre et grâce au financement du PADES, on va y arriver. 2 établissements sur 7 ont été retenus après restructuration du projet. Plus de 8 milliards de francs CFA ont été alloués aux universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui-Abrogwa au travers du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur PADES. Le réseau routier ivoirien se développe, ce qui améliore évidemment les conditions de vie des populations. Des travaux sont en cours sur l'ensemble du territoire. C'est pour vérifier l'état d'avancement des chantiers et encourager ses collaborateurs sur le terrain que le ministre Amédée Kouakou séjourne au nord de la Côte d'Ivoire. Il était à Congo pour suivre des travaux engagés dans cette localité du Tchologo. Et un mot de la lutte contre la Covid-19, un défi sanitaire à relever. Voyons les chiffres de la pandémie en Côte d'Ivoire ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 6 nouveaux cas de Covid-19, 12 guéris et 0 décès. À la date du 18 mars 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 643 cas confirmés, dont 80 790 personnes guéries, 796 décès et 48 cas actifs. Au total, 10 579 621 doses administrées contre la Covid-19. Et bonjour Paris, c'est demain samedi 19 mars à la Maison de la Mutualité. L'équipe de production de la RTI et les humoristes sont déjà dans la capitale française depuis quelques jours. À leur arrivée, ils ont été reçus par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandaman, a invité les Ivoiriens de la diaspora à se mobiliser pour ce grand rendez-vous du rire. De Paris, le reportage de Kone Pagasoro de Madongui. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est un peu plus de 21h. Papitou, humoriste ivoirien, doit se rendre en France dans le cadre de Bonjour Paris. Il est accompagné à l'aéroport par son épouse, ses frères, ses soeurs et ses proches. Je peux dire merci à la RTI parce que c'est ma deuxième fois que je s'en vais à Paris.
dans mon sac là, petit, dans mon sac là. Ça là, il y a beaucoup d'humour dedans. C'est ça, il y a baillé là-bas. Les techniciens de la radio-télévision ivoirienne RTI également du voyage. Une fois embarqués et après 6 heures de vol, Papitou et tous les humoristes accueillis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris par le producteur délégué de Bonjour. L'ambiance est électrique. Je suis venu à l'aéroport là pour accueillir les blédards, tous les autres collègues, les amis, l'équipe de la RTI qui vient d'Abidjan pour Bonjour 2022. Suivez-moi encore la scène là, elle vient d'arriver, elle s'appelle Priscille la dégameuse. Voilà, bonjour Priscille. Maman à lunettes. Voilà. La Germaine, je cherche Germaine. Après l'aéroport, direction la maison de la mutualité dans le 5e 24, rue Saint-Victor, pour une visite de la salle qui doit servir pour le grand rendez-vous du riz de la RTI. Pour la 2e édition de Bonjour Paris, on est en train de déballer progressivement, n'est-ce pas, tout ce qu'on a promis à tous les Parisiens, parce que ceux qui sont ici doivent voir autre chose de Bonjour. C'est la 2e édition, donc nous comptons vraiment mettre le paquet pour donner le meilleur à toutes ces personnes. À côté de ces humoristes, des artistes chanteurs, Billy Billy et Rémi Adam. Les 19 c'est gâté avec Rémi, oh yeah. On s'en va là-bas. Rendez-vous le 19, ça va bien se passer, bim. La visite de la salle terminée, cap est mis sur l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, où équipe de production, partenaires, humoristes et artistes chanteurs reçus par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama. Et pendant leurs échanges, le diplomate ivoirien reçoit un coup de fil depuis le plateau de ce midi à Abidjan. Depuis que je suis là avec la Covid, je n'ai pas eu l'occasion de communier avec les Ivoiriens. Donc j'ai sollicité du DG de la RTI qui puisse organiser ici à Paris l'émission Bonjour. C'est chose faite parce que je suis entouré de tous les grands humoristes de Côte d'Ivoire. Donc ils sont venus pour nous enjailler ici à Paris. L'arrivée de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI à Paris, saluée par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama et l'ensemble des Ivoiriens de France. Je veux dire à nos compatriotes de la diaspora que leurs humoristes préférés sont là. Ce n'était pas un effet d'annonce, ce n'était pas de la NAC. Je les invite donc le samedi à venir nombreux à la maison de la mutualité pour communier avec les meilleurs humoristes. Donc venez, on va s'enjailler parce que vous aurez sur Paris des bords d'enjaillement. Merci. On va s'enjailler. Rendez-vous donc demain à Paris à la Maison de la Mutualité. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre Adama Diawara a procédé à l'inauguration de la mosquée Aboubacar Siddiq Diabaté à Yopougon. Il a exhorté les fidèles musulmans à pratiquer un islam de tolérance avant de leur demander de prier pour la cohésion sociale dans le pays. Issa Tchonayo. Brahima Diabaté est l'imam principal de la nouvelle mosquée Aboubacar Siddiq Diabaté d'Adiopoudoumé au kilomètre 17 à Yopougon. Il a été intronisé ce vendredi à l'occasion de l'inauguration de cet édifice religieux. L'imam Brahima Diabaté a officié sa première prière du vendredi en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain. L'islam, c'est une religion tolérante, c'est une religion de pardon. En tant que l'imam qu'on vient de m'introniser, je ne peux pas être parfait sur tout. Si il me voit que je suis dérapé, je suis un être humain. Il m'a m'aider à me guider, c'est tout ce que je leur demande. Tolérance, paix et éviter la démesure dans la pratique de la foi en Allah sont les maîtres mots du parrain à l'endroit des fidèles musulmans de cette mosquée. J'ai demandé à nos frères et sœurs musulmans d'être des porteurs de cet islam que nous connaissons en Côte d'Ivoire, un islam pacifique, un islam de paix, qui prône la paix, la cohésion et l'union, la fraternité entre les musulmans et au-delà entre les enfants de notre belle Côte d'Ivoire. Et je leur ai également demandé de tourner résolument le dos à cet islam que nous voyons ailleurs, cet islam qui est tourné vers le fanatisme, l'extrémisme, synonyme d'obscurantisme, de désolation, de mort, de destruction. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis la nuit des temps, nous connaissons cet islam donc de fraternité, de paix, de cohésion.
Le ministre Adama Diawara a appelé la communauté musulmane d'Adjopo-Djoumé à prier pour le président de la République Alassane Ouattara et la paix en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, une délégation de la CEDEAO est à Bamako depuis ce vendredi. Le médiateur pour le Mali de l'Organisation économique ouest-africaine, Goodluck Jonathan, tentera une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral. Les scrutins présidentiels et législatifs initialement prévus fin février n'ayant pas été tenus, la CEDEAO souhaite un allongement plus court, 12 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel. Rappelons que le Mali vit sous sanctions économiques et financières depuis 2 mois et demi. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Régis Kofi. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoron. Très bon week-end. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Le venin ne peut jamais donner la nausée à la vipère.